Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue au magazine Top Presse, dont c'est la reprise ce jour. Magazine examen de Top Congo FM, vous le suivrez désormais sur B1 Télévision, partenaire, RTVS et dans d'autres télévisions à Kinshasa, en RDC et bien entendu partout dans le monde. Novembre 2015, à quelques semaines de la fin de l'année, votre magazine va recevoir de nombreux acteurs politiques majeurs, de l'opposition comme de la majorité. Olivier Kamitatou, Vital Kamere pour l'opposition, ainsi que Lambert Mende et Trifon Kinké-Moulumba pour la majorité, ont déjà donné leur accord. D'ici à la fin de l'année, nous les recevrons autour de cette table. 2016, vous le savez, sera électoral. C'est ce que prévoit la Constitution, qui prévoyait aussi que 2015 le soit, ce qui n'a pas été le cas. Après consultation, on annonce pour imminente la convocation d'un dialogue. Votre magazine Top Presse profitera ou pourrait aussi profiter de ce forum pour inviter les différents protagonistes, participants ou non, à ce forum autour de cette table. Pour l'heure, notre invité de ce jour est le député du parti Lumumbiste Unifié, Patrick Mouyaya, élu de Kinshasa. On l'a annoncé récemment comme candidat rapporteur à l'Assemblée nationale. Vous le savez, il n'en a rien été. Invité d'honneur il y a quelques jours de l'Institut républicain international qui tenait congrès au Sénégal sur le leadership des jeunes et leur engagement politique, il est de ces politiques congolais aujourd'hui comme annoncé ayant un grand avenir. Journaliste, il est face à des journalistes aussi pour parler actualité, dialogue, on en parlait, délai constitutionnel, il en est beaucoup question. Avec lui, on parlera aussi de son parti, le parti Lumumbiste Unifié, le PALU. Honorable Patrick Mouyaya, bonjour. Bonjour Christian Lusakweno, bonjour chers confrères. Pour vous interroger ce jour, Rachel Kitsita de Numérica Télévision, Willy Kalengai de Géopolis, Paulette Kimuntu Kimpiop de Congo Web Télévision, ainsi que Eric Ambago Mazo de Top Congo FM. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, pas vraiment politique congolaise, leadership des jeunes, engagement dans leur politique. C'était sujet récemment à Dakar d'un congrès où vous avez été l'invité d'honneur. De quoi a-t-il été exactement question ? Vous refaites le filimbi ? Vous êtes sympathisant à ces mouvements de jeunes qui revendiquent le pouvoir aujourd'hui et tout en intégralité, ou il s'agissait de tout à fait autre chose ? D'abord, je dois vous remercier de me faire l'honneur d'être le premier invité de Top Presse. La reprise donc de ces magazines phares, je me souviens qu'il y a quelques années, j'étais à vos côtés pour les faire. C'est donc une forme d'émotion que je reviens. Et je n'ai pas coutume de m'exprimer depuis, puisque beaucoup de confrères me posent des questions. Pourquoi vous ne répondez pas à des interviews ? Pourquoi vous ne faites pas ceci ? Pourquoi vous ne faites pas cela ? Simplement, puisque d'abord, je considère que la bouche qui parle beaucoup pêche. Et le Congo d'aujourd'hui nous impose de poser plus d'actions que des paroles. Et donc, c'est plus ou moins la ligne que j'ai adoptée, mais puisque c'est Top Presse, puisqu'il s'agit de vous, et puisqu'il s'agit de mon travail initial, originel, donc je me soumettrai volontiers donc à l'exercice. Pour commencer par les commencements, je viens donc de revenir de Dakar, au Sénégal, où j'ai pris part comme invité d'honneur au lancement des Génération Démocratie. Génération Démocratie qui est un projet de l'International Republican Institute, l'équivalent du NDI, plus connu ici chez nous, et qui envisage de donner des outils à des jeunes africains, à des jeunes dans les pays du monde qui vivent la naissance plus ou moins ou la consolidation des processus démocratiques. Et il m'a été donc fait l'honneur d'être l'invité principal de cette première initiative qui concernait les jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Il était question de partager avec eux mon expérience, comment j'ai commencé, comment j'ai pu me faire élire et quel est l'essence que je donne à mon engagement. Et donc, vous avez dit tout à l'heure, Filimbi, ceux qui veulent arriver au pouvoir, je considère que le pouvoir, c'est quelque chose qu'on conquiert à tout moment. D'abord, on commence tout petit, à l'école, on évolue, on grandit avec. Et donc, quand vous dites conquérir le pouvoir,
je ne sais pas, puisque en parlant de Filimbi, vous avez parlé des Filimbi. Moi, je ne considère pas ces mouvements comme un mouvement ambitionnant de prendre le pouvoir. Et dans ce qui s'est passé, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois au niveau de réunions que nous avions eues à l'Assemblée. Et vous avez suivi le rapport qui en est ressorti. Et donc, les jeunes gens voulaient apprendre le civisme. On se dit, nous sommes des citoyens, l'action politique est faite pour nous. Est-ce que nous disposons des outils, des contrôles sur nos hommes politiques? C'était l'idée des départs. Ils ont eu des invités spéciaux qui sont venus du Sénégal, qui sont venus du Burkina Faso et qui se sont illustrés dans des événements que nous connaissons. Je suis chef des services, ça m'interpelle. Mais après, l'exploitation qui a été faite, à mon avis, était une exploitation exagérée pour quelque chose qui était plutôt embryonnaire et qui méritait d'être encadré. De là, l'Assemblée nationale s'est saisie de la question, puisqu'elle a pris des tournures. Il y a eu des débats, il y a eu des commissions qui ont travaillé à ces sujets et qui ont donné des conclusions. J'ai activement participé au débat, qui était à huis clos, donc je vous fais plus ou moins l'économie de nos délibérations, et les rapports est public. Et il a été convenu que le président de l'Assemblée nationale fasse une recommandation au gouvernement pour trouver une formule médiane pour relaxer ces jeunes. Puisqu'en réalité, dans le fond de la démarche, sauf si peut-être que je n'étais pas au courant ou que nous n'étions pas au courant de toutes les intentions, mais si ce n'est que pour apprendre aux gens comment poser la question aux députés, monsieur le député, nous n'avons pas de pourquoi. Monsieur le ministre, on n'a pas de courant pourquoi. Je n'y vois pas d'inconvénient. C'est de cette manière que nous avancerons dans la démocratie. Et donc, je considère que nous, les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas que nous voulons absolument prendre le pouvoir tel que vous le pensez, mais nous sommes dans un processus d'apprentissage. Nous nous préparons, puisque le Congo, j'ai dit au Sénégal que l'avenir de l'Afrique, c'est les jeunes. Il y a une phrase plus tôt, je la réformule telle que je l'ai dite là-bas. On nous dit toujours que les jeunes, c'est l'avenir de demain. Moi, je considère que les jeunes, ce n'est pas l'avenir. Les jeunes, c'est les présents. Et donc, nous devons agir et bien agir dès maintenant au bénéfice de nos pays. Pourquoi y a-t-il une propension aujourd'hui à vouloir, entre guillemets, former cette jeunesse à la politique en République démocratique du Congo ou ailleurs en Afrique par ces États occidentaux, alors que chez eux, cette proportion ou cet encadrement des jeunes n'est pas aussi intense? Est-ce que ces jeunes ne sont pas aujourd'hui à considérer comme un instrument de l'Occident pour, au nom de la démocratie? Mais je ne pense pas, dans la mesure où chaque pays a son histoire. Et la dépendance que les États africains ont aujourd'hui des États occidentaux, c'est pas moi qui en ferai la démonstration aujourd'hui, puisque la langue française que nous parlons, c'est pas une langue, c'est une langue maternelle, mais ce n'est pas une langue qui est originelle d'ici. Et donc, les initiatives d'encadrement citoyen, je crois que ça préoccupe le gouvernement, puisque nous avons un ministère d'initiation à la nouvelle citoyenneté. Qu'est-ce que cela veut dire? Et au cours du débat que nous avons eu sur le dossier Filimbi, j'ai eu le temps de dire il faut procéder par une démarche pédagogique. Qu'est-ce que nous, l'État, nous faisons? Puisqu'il était question, d'après certains, durant les débats, d'accabler. Supposons même que les faits avancés étaient vrais. Alors, si nos jeunes peuvent être manipulés par des jeunes qui viennent d'ailleurs, ça signifie que nous ne les avons pas bien éduqués. Et c'est une responsabilité collective que nous avons, nous, en tant que politiques, en tant que parents, en tant que famille, en tant que société, de fournir, à côté de l'instruction reçue à l'école, les civismes. J'étais heureux, le 7 septembre dernier, d'apprendre qu'on a repris une pratique qui était coutume pour nous quand nous étions à l'école, les saluts au drapeau. Coïncidence des dates, ça coïncidait avec le 18e anniversaire du maréchal. Et donc, voilà, c'est l'essence du drapeau, l'essence de l'hymne national. C'est ça que nous devons enseigner à nos enfants et éviter parfois de chercher des diables là où il n'y en a pas. Puisqu'aujourd'hui, les jeunes constituent la majorité de la population et l'action principale du gouvernement, les principaux bénéficiaires, c'est des jeunes. Il ne faut pas les stigmatiser ou considérer que si les jeunes revendiquent ce qui leur revient de droit, ils ont forcément des calculs politiques après. Non, je ne pense pas. Vous avez parlé, pour clôturer avec ce dossier jeunesse,
Vous avez parlé de revendications ou de conclusions à ces travaux à huis clos à l'Assemblée nationale pour l'élargissement ou la libération de ces jeunes. Ils sont toujours quelques semaines après en prison. Est-ce à dire qu'il n'y a pas eu de conclusion, il n'y a pas eu de rapport au gouvernement de la part de l'Assemblée? Il y a peut-être que vous devez poser la question au président de l'Assemblée nationale qui suivait les dossiers de très près. Je viens de revenir, j'aurai l'occasion, si je le vois, de lui poser la question. Et il y a entre-temps une procédure judiciaire en cours. Et il y a eu tellement de choses qui ont été dites à ces sujets. Et je me souviens qu'au cours d'une réunion avec le président de la République, l'honorable Lokondo avait soulevé la question, le président avait promis de s'informer, puisqu'il est ici question d'enseigner l'avenir, pas l'avenir, mais les présents d'aujourd'hui, de les initier. Il faut donc qu'on voie en tant qu'État comment on assure cet encadrement civique de nos jeunes pour qu'ils mettent en œuvre ce que nous pensons comme politique et non pas c'est qu'ils peuvent recevoir des Américains ou de je ne sais pas, de Français. Ce n'est pas ça le plus déterminant. Éric Ambagou, Top Congo FM. Vous avez parlé d'exagération dans la qualification de ce qui se passait, les mouvements pro-démocratie. C'est-à-dire que vous êtes en contradiction avec le gouvernement. Le gouvernement parle de mouvements terroristes. Vous parlez de quel mouvement? Écoutez, vous savez, ici, j'assiste à la création d'une république de rumeurs en grande partie. Les rumeurs, la radio-trottoir a pris beaucoup de place dans l'opinion. Peut-être puisque... C'est laissé emporter par les rumeurs. Je ne suis pas en train de parler encore du gouvernement, je plante les décors. Et donc, très souvent, c'est l'essence même de mon silence, puisque les débats politiques ici, c'est un débat qui est orienté sur des individus ou sur des événements. Nous ne faisons pas des vrais débats, des débats qui développent des débats des demain. Et donc, aujourd'hui, je crois que dans ce qui s'est passé, vous avez vu le rapport qui a été fait à l'Assemblée nationale. Puisque quand une information, l'actualité évolue, l'information que vous recevez à midi n'est peut-être pas celle qui peut arriver à 12h30. Les faits ont évolué. Je considère que pour cette question, les débats ont été faits à l'Assemblée nationale, des propositions ont été faites. Je crois qu'il faut aller dans cette direction. Paulette Kimuntu, Congo Web. Voilà, merci. Vous avez parlé de la jeunesse, c'est maintenant, c'est pas l'avenir, selon vous. Mais vous êtes jeune, vous voyez des milliers d'Africains qui meurent en Méditerranée à la recherche du bien-être, qui font n'importe quoi pour aller en Europe. Alors pour vous, Patrick Mouyaya, est-ce que le rêve congolais pour les Congolais existe? Est-ce que le jeune Congolais peut-il croire en son propre pays aujourd'hui, en la République démocratique? Je crains de vous dire non. Je vous donne quelques chiffres, mais c'est pour ça que nous existons, justement pour être ceux qui doivent donner de l'espoir. Et ceux qui doivent donner les messages encourageants. Les signes du désespoir, ce n'est pas seulement le jeune au Congo, c'est partout ailleurs. C'est pour ça que vous remarquez que dimanche ou tout le week-end, tous les bars et toutes les églises sont pleines, cela peut se justifier. Et donc, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on dit que nous avons 70 millions d'habitants. Et que sur ces 70 millions d'habitants, 60%, c'est des jeunes. 60% de 70 millions, ça nous fait 42 millions. 42 millions, il y a aujourd'hui 13 millions d'élèves qui vont à l'école, du niveau primaire, de première primaire aux humanités. 13 millions. Vous pouvez vérifier les chiffres. Dans les universités, on a à peu près 600 000. Si vous faites l'addition, j'arrondis, je prends les plus grands chiffres, je dis 14 millions. Mais où sont les 28 millions? Où sont les autres 28 millions? Encore que je n'entre pas dans les débats de la qualité de l'enseignement qui leur est donné. Je n'entre pas dedans. Mais je regarde simplement les agrégats. C'est pour ça que moi, dans le cadre de mon action parlementaire, j'ai centré mes idées sur 3 objectifs principaux. D'abord, l'éducation. L'éducation, puisque c'est elle, finalement, qui vous permet de vous adapter à tout. Des 2, l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, je crois que l'emploi, c'est pas forcément, et partout dans le monde, c'est pas simplement ceux qui ont eu comme vous la grâce, j'appelle ça grâce, d'aller à l'université. D'aller à l'université, après trouver de l'emploi et devenir utile à la société. Il est question ici pour nous de voir comment on encadre le grand nombre utilement. Et en 3e lieu, je parle de démographie. Je ne sais pas si vous avez le souvenir, l'année dernière, au cours d'une question orale avec débat, avec le ministre du Plan, j'ai débattu, puisque les développements que nous appelons tous, l'émergence que nous attendons tous, se fait pour une communauté de personnes. Pour combien de Congolais on doit faire les développements?
Connaissons-nous notre peuple? Puisqu'aujourd'hui, je termine par là, madame, quels que soient les efforts que nous faisons, si nous ne faisons pas attention à l'évolution démographique, tous les efforts sont annihilés. Et dès ce point de vue, j'insiste, nos choix personnels conditionnent les destins collectifs. Et choisir, vous allez terminer, c'est important, choisir de faire un enfant relève d'un choix individuel. Et chez nous, fort malheureusement, lorsqu'on n'a pas d'emploi, lorsqu'on n'a pas de courant, lorsqu'on n'a pas d'eau, les constats, c'est que nous voulons faire des enfants. Et puisque nous n'avons pas encore tous collectivement créé un État qui soit en mesure de suppléer lorsque nous n'avons pas, nous créons des problèmes à la communauté. Et nous, les jeunes qui prendront ce pays demain, qui le dirigeront dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, qu'est-ce que nous voulons avoir? Puisque l'avenir se prépare aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les reflets du passé. Voilà un peu, madame, vous pouvez continuer. Mais voilà. Aujourd'hui, Patrick Mouyaya fait rêver, qu'on le veuille ou pas, beaucoup de jeunes. Est-ce que pour réussir aujourd'hui, pour un jeune Congolais qui vous regarde, est-ce que c'est faire la politique active? Est-ce que vous orientez les jeunes à ne faire que la politique pour réussir? Non, parce qu'aujourd'hui, vous êtes un modèle pour beaucoup de jeunes. Pas du tout, madame. Encore qu'il faut regarder un peu les parcours que j'ai pu avoir. Tout jeune, moi, mon rêve était de devenir pilote. J'ai fait des études scientifiques, maths, physique, et j'ai réussi avec distinction. Et puis après, j'ai même commencé, j'ai pas pu aller à l'ISTA, puisque par mon tempérament, on dit non, l'ISTA, c'est chaud, il faut pas. J'ai commencé en architecture, fort malheureusement, j'ai pas pu continuer, puisque j'avais simplement pas de ressources. Ça veut dire que quand vous faites des études techniques, vous devez être prêt à temps. Et donc, quand j'avais les ressources, j'étais parfois en retard sur des frais. Et je me suis dit, bon, j'ai dit merci à mes parents, puisque vous connaissez que dans les familles africaines, vous n'êtes pas les seuls, vous avez des aînés avant vous. Je me suis dit, bon, voilà, je vais essayer de faire autre chose. Heureusement que dans ma jeunesse, j'étais très amoureux de la culture générale. J'ai fait les génies en herbe. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir des outils. Et en accompagnant un ami qui commençait les journalismes à la radio télé Kintwadi, je tenais la caméra, et puis jusqu'à ce que j'ai tenu les micros après. Et donc, vous voyez que c'était un parcours de combattant. Je suis allé, je n'ai pas été très bon étudiant, comme j'aurais pu l'être, ou devenir professeur d'université, puisque simplement, au moment où j'étudiais, je faisais un emploi. Ce n'était pas les types d'emplois compatibles pour étudiants, mais c'était un emploi qui m'absorbait beaucoup. Donc, on a dû endurer des sacrifices pour en arriver là où nous sommes, et encore que là, nous ne sommes même pas encore arrivés, puisque le chemin reste très long. Rachel Kitsita, Numérica TV. Alors, Patrick Mouyaya, vous refusez d'entrer dans le débat sur la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Mais la constitution d'un leadership de la jeunesse va de pair avec la formation. Or, en République démocratique du Congo, la formation laisse à désirer. Je veux dire l'éducation. Autorité budgétaire, vous êtes député national. Quel est le quota qui doit être réservé à l'éducation en République démocratique du Congo? D'abord, quand j'ai dit que je n'entrais pas dans les débats, c'était puisque j'ai présenté d'abord les grands agrégats, les chiffres. Puisqu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu, par exemple, que l'enseignement qu'on donne au niveau universitaire n'est pas adapté. Aujourd'hui, nous évoluons tous au rythme de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Sur les 600 000 étudiants que nous avons à RDC, combien disposent de l'outil informatique et combien l'utilisent à bon escient? Faites un petit tour dans les banques, dans les sociétés des télécoms, et bientôt il y aura une libéralisation du secteur des assurances. Vous verrez que pour les métiers des demain qui se focalisent sur l'ordinateur, nous n'avons pas beaucoup de compétition. Et c'est pour compenser justement ces manquements que l'année dernière, j'ai organisé avec une équipe de jeunes Congolais les premiers Startup Weekend Kinshasa. Par Startup Weekend, on entend un week-end où vous faites venir deux jeunes qui ont des idées, puisque le changement commence par une idée, on repère un problème et on propose une solution. Est-ce que le budget de l'État tient compte du système éducatif, budget conséquent? De toute façon, moi, je ne pense pas que c'est sur ces budgets-là que nous devons tous nous concentrer. Nous avons un budget d'à peu près 8 milliards. Encore qu'il faut qu'on réussisse à réaliser tout ce qui est prévu comme prévision. Pour un pays de 70 millions d'habitants qui s'étend sur 2 345 000 km² et qui a les problèmes sécuritaires qu'il a, qui a les problèmes de la magistrature, de logement, de courant, d'eau, nous ne pouvons pas, nous camper que sur ça. Et là, c'est là qu'intervient la citoyenneté de chacun de nous.
Hein, il y a un président américain qui disait « Qu'est-ce que vous faites pour l'Amérique ?» Et aujourd'hui, pour faire quelque chose pour votre pays, vous n'avez pas forcément besoin d'attendre de recevoir quelque chose du budget. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse des efforts au plan structurel de comment, dans nos finances, on peut prévoir pour le grand nombre, mais l'initiative privée peut prendre le relais pour faire avancer le pays. Et je crois aujourd'hui qu'au Congo, nous avons suffisamment d'intelligence. Il faut peut-être donner un accès au crédit, il faut peut-être donner un encadrement, il faut peut-être que le gouvernement accorde beaucoup de facilités, puisqu'ici, nous n'avons pas des banques qui accompagnent les développements. Nous avons des banques qui font des affaires et qui demandent des maisons comme des garanties où le jeune Congolais trouvera une maison. Même si on dit que les faits précèdent la loi, on parle de loi budgétaire, même si vous dites que tout ne peut pas venir de l'État, l'enseignement tel qu'il est prodigué en République démocratique du Congo, vous l'avez souligné, n'est pas adapté. On dira même pire, il n'est pas de qualité, même si c'est mieux que certains voisins. Cette mutation, cette réforme que vous dites vouloir, est-ce qu'elle dépend de ce budget faible ou en tant qu'autorité sur le gouvernement, le Parlement ne devrait pas, à défaut d'une proposition gouvernementale, proposer des réformes? Je crois que c'est par là qu'on doit arriver. Et d'abord, en parlant de qualité, il faut peut-être relativiser quand on parle de qualité, puisqu'il y a des produits locaux ici. Moi, toutes mes études, je les ai faites au Congo. Je crois que Willy Kalengai, qui est sur ces tables aussi, est un pur produit congolais. Et donc, Et donc, vous avez des exemples sur ces tables de Congolais, mais ceux qui sont devenus, ce n'était peut-être pas forcément par rapport à ce qu'ils ont appris à l'université, mais puisque par eux-mêmes, ils ont rajouté à ce qu'ils ont appris. Et donc, il y a lieu de tenir compte de cet aspect. Deuxième aspect, nous formons les mêmes personnes. Je vous donne des chiffres. 2012, une étude de l'USAID qui s'appelle YouthMap a fait une étude de la jeunesse en République démocratique du Congo. Vous savez combien de diplômés nous avons par an qui sortent des universités? 9 900. Combien trouvent de l'emploi? 100. 9 800, où sont-ils? Puisque nous formons que des avocats, que des médecins. Ici, le pays va entrer dans une phase d'industrialisation. Où sont nos ingénieurs? Quelquefois, vous voyez des engins conduits par des Chinois. Un jour, j'ai posé la question au ministre des Infrastructures. Je dis, Monsieur le ministre, comment vous nous expliquez que des tracteurs soient conduits par des Chinois? Il dit, honorable, je suis désolé, mais la réalité fait que parfois, nous n'avons pas la main-d'œuvre utile pour ça. Je dis, Monsieur le ministre, alors, il faut voir comment vous négociez les contrats pour accorder une bonne part à l'aspect formation et transfert de technologies pour que le Congolais eux-mêmes puisse être en mesure de relever ça. Je me permets de revenir sur la question. Qu'est-ce qui a été fait du côté de l'Assemblée nationale pour que ces choses-là changent? Ça veut dire, du côté de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que nous faisons? Nous, à l'Assemblée nationale, nous faisons de loi. Vous avez dit, les faits précèdent la loi. Même s'il existe comme un peu comme un langage de sourds avec nos électeurs, quand vous regardez bien, puisque les gens ont l'impression que les lois que nous faisons, nous les faisons pour d'autres, pas pour eux. Il y a des efforts qui doivent être faits au niveau législatif, par exemple. Je suis en train de travailler sur deux propositions, comment on imposerait ou on ferait en sorte qu'on accorde des ordinateurs ou de faciliter, comment on reformerait. En attendant de voir, puisque les niveaux de l'enveloppe accordée à l'enseignement se développent de plus en plus chaque année. Il y a une volonté, en tout cas claire, du gouvernement d'améliorer dans ces secteurs. Mais qu'est-ce qu'on améliore? Est-ce qu'on améliore le cadre ou on améliore les revenus de ceux qui gèrent? Je vous donne des chiffres. 13 millions d'élèves. On a 600 000 enseignants. Mais dans les 600 000 enseignants, seuls 350 000 enseignants sont mécanisés, donc ils sont payés régulièrement. Les 250 000 autres sont à mécaniser. Et les ratios, là où ailleurs vous avez 1 pour 20 ou pour 15, ici nous avons 1 pour 35, 1 pour 40. À défaut de loi à voter, il y a aussi le contrôle du gouvernement. Tous ces faits, vous les avez établis, d'accord, on connaît les chiffres, mais qu'est-ce qui est fait? Le gouvernement est toujours en place, le gouvernement travaille. Je crois qu'il faut qu'on, même si aujourd'hui on fait tomber successivement les ministres, mais les problèmes, il est profond. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence du non-investissement dans les secteurs hier.
Et donc, on ne peut pas, ce n'est pas une question d'individu ou forcément de contrôle, c'est des questions qui doivent se résoudre dans la durée. Et il y a une volonté qui a déjà été manifestée au niveau du gouvernement et nous, on va s'employer à appuyer ce qui est bon, à contrôler pour rectifier éventuellement le tir. Willy Kalengai, Géopolis. Patrick Mouyaya, honorable député, je vous ai suivi, ça fait déjà plus de 30 minutes et je voudrais savoir, vous êtes quand même député palou de la majorité. Question d'introduction, êtes-vous content d'être un député de la majorité au regard de votre discours? Je ne considère pas, fort malheureusement, ce qui nous intéresse c'est la polémique. Et là, vous voulez m'entraîner dans la polémique? Non, mais je ne peux que... Je veux me plier. Je vous réponds. Je suis député de la majorité. Avec ce que vous avez dit ce soir... Non, mais dans ce que j'ai dit, le problème, c'est qu'ici, avec la politique, on apprend la langue de bois. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas me soumettre à un exercice comme celui-ci sans dire les choses telles qu'elles sont. Je ne pense pas que dans ce que j'ai dit, j'ai ciblé une quelconque famille politique en présentant les réalités telles qu'elles sont. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est réel. Et donc, je suis de la majorité, fier de l'être, et on voit dans la dynamique, puisque ce n'est qu'avec les autres qu'on peut réussir à faire avancer. Alors, parce que vous y êtes et que vous êtes de la majorité, vous êtes jeune, vous avez tout à l'heure développé une thématique pour les jeunes. Les jeunes n'ont pas de place dans cette société. Vous venez pratiquement de le démontrer. Les programmes qui sont mis en place sont contre les jeunes et d'ailleurs, la plupart s'en vont. Faut-il chasser toute la classe politique? Pas du tout. Il faut regarder l'histoire politique. Il faut regarder l'histoire politique d'où nous venons. J'ai dit tout à l'heure que des efforts sont faits au niveau du gouvernement, que chaque année, les